Bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule qui a pour sujet les trucs et astuces au sujet de clauses d'appel d'offres qui sont récurrentes, puis on va essayer de donner des petits trucs à ce sujet-là. Je me présente, Laurence Gaudreault, je suis avocate chez Kin Lamar, je pratique au bureau de Chicoutimi et je suis accompagnée à l'occasion de cette capsule de mon collègue, maître Stéphane Reynolds, pratiquant au bureau de Sherbrooke. Donc, sans plus tarder, débutons avec le premier truc avec maître Reynolds. À toi la parole. Merci, Laurence. Premier objet ou premier élément à surveiller, l'objet du contrat. Ça peut sembler banal, mais souvent, on décrit l'objet du contrat ou ce que l'on recherche, notamment lorsqu'on recherche des biens dans un contrat d'approvisionnement ou même certains biens dans un contrat de construction en référant à des produits déterminés ou spécifiques. Je vous rappelle que la loi prohibe ça. Il faut décrire maintenant les besoins municipaux en termes techniques. Si jamais, pour une raison quelconque, vous aviez un cas où vous êtes d'avis que vous devez absolument avoir un produit déterminé, gardez en tête que l'Autorité des marchés publics peut recevoir une plainte de la part d'un fournisseur qui estime que votre appel d'offres est trop restrictif et ce sera à vous de démontrer que vous avez fait l'effort de vous documenter pour démontrer que ce fameux produit spécifique ou déterminé est absolument nécessaire. Et je dois vous dire que les décisions récentes de l'AMP vont plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire que les municipalités ou les autres organismes publics ne réussissent pas à le démontrer et font l'objet donc de décisions négatives de la part de l'AMP. Donc, soyez prêts à démontrer si vous demandez un produit déterminé ou spécifique, en quoi ce produit déterminé ou spécifique-là est absolument nécessaire. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas tant de cas que ça. L'AMP, dans ses décisions, semble se référer au cas du fournisseur unique où on exigeait déjà dans le passé beaucoup de documentation pour démontrer la raisonnabilité de notre décision. Deuxième cas, et je repasse la parole à Laurence. Merci Stéphane. Je fais un petit retour ici sur les non-conformités majeures, mineures, puis des clauses plutôt administratives là, qui sont en fait qui pourraient sauter là, carrément, puis qui se perpétuent dans le temps seulement par habitude, mais pas par obligation. Donc, je m'explique. Il ne faut pas oublier que l'étude de la conformité des soumissions, c'est la comparaison entre une soumission reçue puis les exigences du document d'appel d'offres. Or, les exigences du document d'appel d'offres, c'est les municipalités, c'est l'administration qui les établit, ces exigences-là. Puis, il n'y en a pas beaucoup, au niveau des exigences administratives, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont obligatoires. Donc, comme je le disais là, d'entrée de jeu, il y a beaucoup de clauses qui se perpétuent seulement parce que c'est commode ou on ne prend pas nécessairement le temps de se questionner sur la pertinence de la clause administrative en question. Puis, je vous en donne 3 exemples là, de clauses que je continue de rencontrer, puis qui sèment un peu des problématiques. Puis, on n'en aurait pas besoin de ces clauses-là. Je vous donne 3 exemples. Les fameuses clauses de copie et d'original. On va demander, par exemple, le dépôt d'un original accompagné de 3 copies. Et là, le vocabulaire au cours de l'appel d'offres va changer avec un nombre de copies, on va dire 4 copies, 2 copies, 3 copies. Bon, ça devient mêlant. Moi, je suggère de parler d'exemplaires, surtout à l'ère numérique, en fait, où la soumission qui est remplie à l'ordinateur, l'original est numérique, puis on fait des photocopies. Donc, demandons un exemplaire, 2 exemplaires, puis comme ça, on n'est pas perdu avec l'original où on recherche la vraie signature là, à l'encre bleue du soumissionnaire. Puis on s'assure aussi que les documents qu'on reçoit, les exemplaires sont parfaitement pareils. Deuxième clause qui peut porter à confusion, qui peut être problématique, c'est quand on demande là, que le formulaire de déclaration contre les collusions, qu'on n'a pas participé là, à un processus de
de collusion, de trucage des offres. Là, vous savez, c'est souvent l'annexe 2 d'un appel d'offres. Ce formulaire-là, je vois à l'occasion qu'on demande qu'il soit assermenté. Et ça augmente la difficulté là, où, en fait, les démarches que le soumissionnaire doit faire. Puis c'est possible là, qu'il ne se soit pas rendu compte de l'espace de l'assermentation. Puis là, après, il nous arrive de recevoir une soumission, tout est signé, tout nous apparaît beau, puis il manque l'assermentation. Puis là, on doit se reporter dans les clauses de rejet. On n'est pas certain, finalement, est-ce que toutes les signatures aux endroits requis apparaissent. Moi, je suggère de retirer, en fait, cette exigence-là d'assermentation. De toute façon, ce formulaire-là de déclaration, c'est inscrit là, qu'il est fait de façon solennelle, puis la personne affirme, donc on atteint un certain degré là, de sérieux qui est suffisant au dépôt de la soumission pour s'assurer que la déclaration elle est faite en bonne et due forme. Donc, je suggère que ce n'est pas requis qu'elle soit assermentée. Troisième exemple de clause, c'est celle d'initialer toutes les pages de la soumission. C'est absolument pas obligatoire d'exiger ça. Puis ça peut porter à confusion encore là, si c'est pas le cas, si on reçoit une soumission où toutes les pages ne sont pas initialées. Donc, je suggère de retirer carrément ce genre de clause-là dans vos documents d'appel d'offres. Donc, je te repasse la parole, Stéphane. Passons maintenant au délai que vous prévoyez dans vos documents d'appel d'offres. Faites attention aux échéanciers trop optimistes, irréalistes. N'oubliez jamais une chose. À partir du moment où vous lancez votre appel d'offres, il y a plusieurs possibilités, notamment des plaintes à l'AMP pour lesquelles la loi prévoit un délai, les publications d'addenda qui retardent. Il faut prévoir un temps pour étudier la conformité technique et légale des soumissions qu'on reçoit. Les délais imposés par l'agenda municipal, les ateliers de travail, les séances publiques pour adopter la soumission du soumissionnaire plus bas conforme ou du soumissionnaire qui a remporté l'appel d'offres, les délais pour l'obtention d'une autorisation du ministère des Affaires municipales, d'un ministère comme le ministère de l'Environnement, d'une subvention. Tout ça peut avoir un impact majeur sur votre processus d'appel d'offres et même dans certains cas, le faire dérailler. C'est-à-dire qu'on va se rendre à l'extrémité, même au-delà de la période où on avait demandé une validité des prix dans la soumission par nos soumissionnaires. Et là, quand on arrive au moment où on dépasse ce délai-là, bien, malheureusement, notre soumissionnaire n'est plus tenu de garantir le prix et il se pourrait qu'il revoie son prix à la hausse. D'un autre côté, il faut faire attention. Des durées de validité de prix de 180 jours, si je prends l'exemple actuellement des contrats de construction, un entrepreneur en construction va avoir de la misère à vous garantir un prix 180 jours. Il n'a aucune idée du prix des matériaux dans 180 jours parce que les matériaux augmentent à une vitesse effarante de semaine en semaine. Alors, faites attention, une validité ou une période de validité trop grande des prix des soumissionnaires peut être un indicateur que vous allez prendre beaucoup de temps pour le donner. Il peut être même un indicateur du moment où, ultimement, le contrat pourrait commencer. Alors, les tribunaux pourraient dire, bien, vous avez mis une période de validité jusque-là, bien, vivez avec. Donc, tout ça pour vous dire, faites attention dans vos calculs de délai. Ne soyez jamais trop optimiste, mais non plus, n'étirez pas indûment les délais pour effectivement éviter des frais et des délais qui seraient indus. Alors, je repasse la parole à ma collègue Laurence. Merci Stéphane. Je vais aborder l'aspect de la discrimination territoriale. Donc, un petit rappel là, que maintenant, les appels d'offres publics des municipalités sont assujettis aux accords de libéralisation des marchés. Ces accords-là prévoient divers seuils à l'intérieur desquels on doit ouvrir donc, la concurrence, on doit offrir l'appel d'offres à un plus grand nombre. Pour fin de rappel des seuils en matière de contrats d'approvisionnement et de services, au-dessus du seuil d'appel d'offres public de 105 700 $ au moment d'enregistrer cette capsule en juin 2021.
jusqu'à 366 200 $. Les soumissions, l'appel d'offres doit être ouvert aux fournisseurs du Canada. Puis au-dessus de 366 200 $, le Canada et l'Europe. En matière de construction, au-dessus du seuil d'appel d'offres, 105 700 $ jusqu'à 264 200 $, les entrepreneurs du Québec, du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario. Au-dessus de 264 200 $ jusqu'à 9 100 000 $, le Canada. Puis au-delà du 9 100 000 $, les entrepreneurs du Canada et de l'Europe. Cela dit, il y a des manières, par des clauses de l'appel d'offres, de restreindre la concurrence à des fournisseurs ou dans des entrepreneurs plus régionaux, plus locaux. Et ça se fait là, au moyen de clauses qui doivent avoir une justification rationnelle. Par exemple, en matière de fourniture de matériel ou d'acquisition de biens, on pourrait exiger un service à la clientèle ou un service d'entretien à l'intérieur d'un délai X, à l'intérieur de X kilomètres. Donc, ce qui nous permet en fait de garantir un service rapide dans un délai rapide. Donc, on vient restreindre la concurrence à un niveau plus régional ou local, comme je le disais. Autre exemple populaire par les temps qui courent en matière de fourniture d'enregistrement, pas d'enregistrement, mais de sauvegarde info-nuagique. Là, vous savez, tout ce qui est système de gestion documentaire, puis informatique. Je pourrais envisager une clause où on exige que les serveurs soient situés au Canada, par exemple, ou un fournisseur qui offre un service à la clientèle en français, de telle manière qu'on garantit la protection des données personnelles. Donc, là aussi, on est en train de restreindre par la bande, mais par une clause qui est légale, qui a une justification rationnelle, on restreint la provenance territoriale des soumissionnaires. Donc, même avec les accords de libéralisation des marchés qui ont ouvert les marchés publics, il y a quand même façon de restreindre la concurrence si c'est ce qui est souhaité là, pour les fins de votre appel d'offres. Donc, je te repasse la parole. Stéphane, tu vas nous parler des clauses de garantie financière. Effectivement, clause de garantie financière, je vous rappelle que vous gérez des deniers publics. Il faut donc que les dollars investis soient des dollars bien investis et qu'on ne se retrouve pas dans le cadre d'exécution de contrats, notamment des contrats à exécution successive. Donc, des contrats, par exemple, de déneigement, collecte d'ordures, contrats de construction, avec un soumissionnaire qui devient notre co-contractant et qui a des difficultés à exécuter son contrat. Et là, ça nous met dans une position fâcheuse. Changer de déneigeur en plein milieu de l'hiver, ça se fait, mais c'est jamais à un bon prix. Interrompre un chantier de construction parce que ça s'en va nulle part, parce que l'entrepreneur fait faillite, c'est toujours désastreux. Donc, on va aller chercher des garanties financières. Maintenant, assurez-vous que les garanties financières que vous allez chercher sont en lien avec le contrat que vous êtes en train de vouloir négocier via votre appel d'offres, dans la mesure où non, tous les contrats de cautionnement, les contrats, municipaux ne nécessitent pas un contrat de cautionnement de soumission ou d'exécution ou de gage pour matériaux main-d'œuvre. On comprend que si on est dans un contrat de construction, on veut que les sous-traitants soient payés. Si on est dans un contrat de ramassage de déchets, il n'y a pas grand raison d'avoir un contrat pour gage matériaux main-d'œuvre, puisqu'habituellement, il n'y a pas de sous-traitance. D'ailleurs, on exclut la sous-traitance dans les contrats de déneigement et de collecte d'ordures parce qu'on ne veut pas de sous-traitant, on veut avoir notre co-contractant ou notre soumissionnaire qui a rapporté l'appel d'offres qui exécute. Donc, faites bien attention. L'autre chose, les municipalités à l'occasion me demandent, mais je peux-tu demander des cautionnements élevés, des cautionnements de 100% ou de 75%? Dites-vous une chose, le coût d'un
contrat de cautionnement qui vient vous garantir la solvabilité de l'entrepreneur ou à tout le moins la solvabilité de la compagnie de caution, il y a un coût et ce coût-là vous est refilé dans le coût de la soumission. Donc, assurez-vous que c'est adéquat et si nécessaire, bien, consultez votre conseiller juridique qui saura regarder avec vous les cautionnements qui sont appropriés. Même chose pour les couvertures d'assurance. Les couvertures d'assurance ont un coût et ce coût-là est directement lié au montant de la couverture que vous demandez et au type d'assurance que vous demandez. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des couvertures d'assurance pour nos co-contractants? Moi, je pense que oui, quand nos co-contractants sont susceptibles de causer un dommage aux biens municipaux ou aux biens de nos contribuables, aux biens des gens de la municipalité ou même aux visiteurs, aux gens de l'externe. Mais, tu sais, on n'est pas obligé de demander des assurances responsabilité de 50 millions. Pourquoi? On n'est pas aux États-Unis, puis des poursuites de 50 millions de dollars, ça ne court pas les rues, il n'y en a pas beaucoup, puis c'est plutôt rare que la collecte de déchets va résulter dans une poursuite de 50 millions de dollars. Donc, on va y aller avec, c'est quoi le vrai risque qu'on veut couvrir? Parce que n'oubliez pas, la couverture d'assurance va vous être refilée, la prime d'assurance va vous être refilée dans le coût de votre contrat et donc c'est à analyser. Je repasse la parole à Laurence qui va nous parler maintenant des clauses de qualification des entrepreneurs, notamment les clauses d'expérience. Merci Stéphane. Oui, tout à fait. Donc, un peu dans le même esprit que mes clauses tout à l'heure territoriales qui me permettaient de restreindre la provenance des soumissions. C'est possible aussi de prévoir des clauses d'expérience, donc d'exiger une certaine expérience de nos soumissionnaires. De cette manière-là, on fait un peu le pari, en fait, que plus mon soumissionnaire est expérimenté, ça me garantit en quelque sorte un projet de qualité. Hein? Donc, c'est un peu ça l'intérêt de questionner l'expérience de nos soumissionnaires. Le corollaire de ça, ou le désavantage, c'est que là aussi, ça a pour effet de restreindre la concurrence. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir, à savoir si le projet, si l'appel d'offres requiert qu'on exige une expérience. Donc, souvent, ce sera le cas dans des projets d'envergure. Donc, l'ampleur du projet peut justifier qu'on oblige une certaine expérience puis qu'on oblige les soumissionnaires à nous la démontrer. Par exemple, un aréna, un projet de parc avec des infrastructures particulières, là, telle une piste d'athlétisme ou un terrain de soccer synthétique, par exemple. Pensez à une bibliothèque, un centre multisport, un centre communautaire, donc vraiment des projets d'envergure où on veut s'assurer d'avoir des gens, des soumissionnaires qui sont chevronnés. Comment ça s'articule une clause d'expérience dans un appel d'offres? Bien, on va demander aux soumissionnaires souvent qu'il nous démontre qu'il a réalisé des projets similaires, par exemple 3, 4, 5, 2. Donc, c'est à vous de déterminer combien de projets similaires est-ce qu'on souhaite que les soumissionnaires aient réalisé. Puis, dans quelle période de temps? Souvent, on va dire, bien, dans un délai, il y a 5 ans, il y a 6 ans, 10 ans, il y a 3 ans, avez-vous réalisé des projets similaires? On établit combien et la période de temps, comme je viens de le dire. Donc, autre élément à garder en tête quand on décide de prendre la voie d'exiger une expérience, il y aura un coût à ça, c'est-à-dire que des grands projets d'infrastructure, bien, peut-être que l'entrepreneur local, il ne s'est pas adonné à en réaliser dans la période qu'on questionne. Donc, on est susceptible d'aller chercher des grandes firmes qui réalisent plus ce genre de projet, peut-être dans des plus grandes villes. Donc, il pourrait avoir un coût associé à ça. Donc, ça revient à mon commentaire d'entrée de jeu. Il doit avoir une vraie réflexion à savoir si l'envergure du projet justifie qu'on demande une expérience du soumissionnaire, mais ça peut être très intéressant de le faire. On vient un peu restreindre la concurrence. Puis, comme je le disais, ça peut garantir une certaine qualité du projet.
ça peut aussi augmenter le risque de contestation, en ce sens que les municipalités qui reçoivent des soumissions dans lesquelles on a demandé à ce qu'on démontre notre expérience, mais si le soumissionnaire ne rencontre pas l'exigence, bien, on l'écarte parce qu'il ne se qualifie pas pour les fins de l'appel d'offres. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une contestation où ça peut porter flanc à la critique de savoir si l'analyse de la municipalité au niveau si elle a jugé que l'expérience était suffisante ou pas, si les projets étaient suffisamment similaires à celui visé par l'appel d'offres, est adéquate. Donc là aussi, il y a une vraie réflexion à avoir là, pour justifier ce genre de clause-là. Une autre façon peut-être d'aller chercher une expérience du soumissionnaire sans en faire une clause de qualification comme telle, c'est de prévoir un système d'évaluation, une pondération à l'intérieur duquel l'expérience sera un critère qui sera pondéré. Ça, c'est intéressant parce qu'on vient un peu écarter le désavantage de la qualification du soumissionnaire, puis l'écarter complètement si on juge que ces projets ne sont pas suffisamment similaires ou si même il n'a pas réalisé de projet carrément, il dépose une soumission sans avoir réalisé de projet similaire dans la période de temps qu'on a questionné. Donc, on peut en faire une exigence dans l'évaluation et la pondération parmi d'autres critères qui sont établis pour la grille de pondération. Donc, voilà, Stéphane, je te repasse la parole pour la dernière fois. Alors, merci, Laurence. Qui dit contrat dit paiement, puisque l'entrepreneur s'attend à être payé. Quand on a des contrats où j'achète un bien, ben ça, c'est simple. J'achète le bien, il est payé. Je n'ai pas besoin de prévoir grand-chose dans mon appel d'offres. Maintenant, quand j'ai des contrats à exécution successive, que ce soit des constructions, des fournitures, par exemple, d'un système informatique où on implante des choses, il est important de prévoir les jalons, les étapes. À quelle étape est-ce que l'entrepreneur va être payé? Et qu'est-ce qu'il a à respecter lorsqu'il demande d'être payé? Donc, prenons un système informatique, l'implantation d'un nouveau système comptable dans la municipalité. Bien, un système comptable, ça ne s'implante pas en une journée. L'entrepreneur, on ne lui payera pas 100% au début, mais il n'attendra pas à la fin pour être payé 100%. Donc, comment vont fonctionner les demandes de paiement? Qu'est-ce qu'il va avoir l'entrepreneur à me fournir comme document ou comme preuve qu'il a atteint un jalon donné? Est-ce que c'est une attestation de mon professionnel? Est-ce que ce sont des documents ou des choses qu'on peut vérifier nous-mêmes? Quel délai il a à respecter? Parce que on se souvient, le paiement doit être autorisé par le conseil. Est-ce que moi, je demande que l'entrepreneur me fasse sa demande de paiement le 25 du mois pour que je puisse soumettre ça à l'atelier de travail avant l'assemblée publique du conseil? Bien, si je dis c'est le 25 du mois, puis l'entrepreneur m'arrive le 27, bien, tant pis, ça ira au mois d'après. On peut définir dans notre appel d'offres des dates ou des moments charnières à respecter. De même que les documents qu'il devra produire, les documents qu'il devra produire en cours d'exécution de projet et les documents qu'il devra produire à la fin. Par exemple, si je reprends mon exemple de fourniture d'un système comptable, bien, les documents de formation, puis les garanties du système, c'est sûr qu'ils ne seront pas produits au début, ces documents-là. Mais avant de faire le dernier paiement, je vais vouloir les avoir en main. Je vais vouloir avoir la preuve qu'il a formé mes gens, que les documents de formation ont été remis, qu'on a les garanties liées aux équipements et finalement, les délais de paiement. Donc, après réception de la demande, moi, municipalité, je m'engage à payer dans quel délai? Là, faites attention. Le délai est habituellement un peu lié à notre assemblée de conseil, parce que c'est le conseil qui va autoriser la plupart du temps le paiement. Donc, essayez de dire, bien, dans les 3 jours de la résolution, dans les 4 jours de la résolution du conseil autorisant le paiement. Alors, ça termine un survol rapide de quelques clauses qui peuvent faire problème dans les appels d'offres. Je vous invite, si vous avez des problématiques en lien avec ce dont on a parlé ou tout autre élément d'appel d'offres, n'hésitez pas à faire appel à vos conseillers juridiques parce que souvent, une heure investie avec vos conseillers juridiques
alors que vous êtes en amont, en rédaction de l'appel d'offres, va vous sauver beaucoup d'heures de problèmes après en demande de précision, d'addenda, de plainte à l'AMP. Et ça, il n'y a personne qui veut gérer ça. Alors, on espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie et nous vous souhaitons une très agréable journée.